C'est en 1810 que débute l'aventure industrielle Peugeot, lorsque les frères Jean-Pierre et Jean-Frédéric fondent avec un troisième associé la société Peugeot Frères Aînés et Jacques Maillard-Salin. Ils transforment le moulin familial de Soucraté à Hérimoncourt, près de Montbéliard, en fonderie d'acier. En 1820, l'entreprise spécialisée dans la fabrication de lames de scie et de ressorts connaît un développement considérable. Afin de se donner des moyens de production plus importants, ils installent une nouvelle usine à Terre-Blanche, non loin d'Hérimoncourt, puis à Valentinier, le long du Doubs. En 1841, des dissensions familiales entre les héritiers concourent à la création d'une société, Peugeot Jackson et compagnie, qui s'installe à Pont-de-Roide. De cette période émaillée de diverses fortunes, l'histoire retient le dépôt de nombreuses marques, dont celle du Lion en 1858 et la fusion de plusieurs sociétés en une seule, Peugeot Frères, dont les outils acquerront une réputation mondiale en 1889. C'est à l'usine de Beaulieu, créée pour faire face à la demande des lames de cerceau de crinoline, qu'est produit le Grand Bi, puis la bicyclette dès 1886. Armand Peugeot, qui dirige l'usine de Beaulieu depuis 1885, est l'auteur de ce changement de cap. En 1890, 10 000 bicyclettes Lion sortiront des usines Peugeot. Intuitif, Armand sait que la locomotion mécanique est promise à un grand avenir. Des essais avec serpollet sur la vapeur ne donnent pas les résultats escomptés. Le moteur à essence de pétrole sera la bonne voie. À cette époque, Armand fréquente Émile Levasseur, qui, associé à Panhard, fabrique sous licence depuis peu les moteurs Daimler. Armand achète quelques-uns de ces fameux moteurs et charge l'ingénieur Louis Rigoulot d'étudier un châssis de quadricycle. Ce sera le type 2, le type 1 étant le tricycle développé avec serpollet. En 1896, Armand, en rupture avec son cousin Eugène, crée la Société des automobiles Peugeot et monte une usine à Audincourt, près de Valentinier. Puis, à côté de Lille, dans le Nord. La gamme en 5 ans s'enrichit de plusieurs modèles, de l'unique type 4, construit pour le Bay de Tunis, à la type 15, la première à moteur Peugeot, conçue par Michaud en 1897. De leur côté, les petits cousins d'Armand dirigent les fils de Peugeot Frères depuis le départ à la retraite d'Eugène. En 1905, ils ont déjà motorisé des bicyclettes. Ils viennent donc naturellement à l'automobile et produisent des voiturettes sous la marque Lion-Peugeot. Avant cela, la bicyclette Peugeot a vu sa motorisation en 1899 et les débuts du Tour de France en 1904. Cette concurrence débouche finalement sur la fusion des deux sociétés en une seule, la Société des automobiles Peugeot. Pierre, Robert et Jules siègent au conseil d'administration. La gamme désormais étendue implique la construction d'un nouveau site à Sochaux en 1912, destiné à la production de camions de 3,5 tonnes à 5 tonnes et d'autobus. Puis c'est la naissance de la première populaire. Conçue par un Milanais du nom d'Ettore Bugatti, la BB est assemblée à Beaulieu. Avec le début de la Première Guerre mondiale, les usines se mobilisent pour participer à l'effort de guerre. Véhicules et obus sont fabriqués par une main-d'œuvre principalement féminine. Lorsque la paix revient, la quadrillette arrive à point nommé pour motoriser les Français ruinés par le conflit mondial. Elle remplace la BB d'avant-guerre dans la gamme des voiturettes. Son poids, qui ne dépasse pas 350 kg,
lui permettent de bénéficier des avantages fiscaux de la catégorie des cyclecars. Sochaux, entre-temps, a cessé la production des camions et commence avec la quadrillette 5 chevaux type 172 la concentration sur son site de toutes les phases de la fabrication automobile. En 1926, l'usine de carrosserie est construite et sous l'impulsion de Jean-Pierre Peugeot, débute la production en série. La 201 apparaît en 1929. Elle marque une étape importante dans l'histoire Peugeot, puisqu'en 1931, sa version confort recevra un train avant indépendant, mais aussi avant cette date, parce qu'elle adopte une numérotation méthodologique à 3 chiffres. Disposé autour d'un 0, le dernier chiffre indique la gamme et le premier, l'ordre de puissance dans la gamme. Les modèles ainsi se déclinent en 301, 401 et 601, puis entre 1935 et 1939, les 402, 302 et 202 avec leur fameuse ligne fuseau encore plus aérodynamique. Cette série inaugure sur le châssis bloc-tube cher à la marque une nouvelle carrosserie tout acier, toujours indépendante. On est encore loin de la monocoque chez Peugeot, mais c'est déjà une véritable révolution en soi. De son côté, la société des cycles Peugeot propose ses motos, avec des cylindrées allant jusqu'à 500 cm3. La Seconde Guerre mondiale touche particulièrement le constructeur de Sochaux. La plupart de ses usines sont détruites ou travaillent pour l'occupant. Ce n'est qu'à partir de 1949 que la marque se relève avec la sortie de la 203. Première voiture Peugeot de l'après-guerre, elle participe activement au renouveau du constructeur. Cette berline, seul modèle de la gamme, connaît un tel succès qu'il faut attendre 1 voire 2 années avant d'être livrée. Le moteur diesel fait son apparition sur sa remplaçante, la 403, en 1959. C'est presque comme par enchantement qu'est apparu en ce lundi de printemps, sous les ombrages tout neufs du Pré Catelan en fleurs, un nouveau modèle automobile, dernier né d'une lignée prestigieuse, la 404. Tout ce que la presse française et étrangère compte de journalistes, de photographes et de chroniqueurs était convié par la Société des automobiles Peugeot à célébrer cette naissance, prélude au lancement concessionnaire prévu 2 jours plus tard. La haute couture apportait sa note de grâce et d'élégance, sans laquelle l'événement n'eut pas été vraiment parisien. Quand la voiture est sortie, on avait transmis à tous les services un certain nombre d'idées sur lesquelles la voiture avait été conçue et préparée. Et ces idées, c'était je dirais, de garder une clientèle importante qui était celle de la 403, qui elle-même avait été un grand succès, en faisant une voiture qui était pratiquement dans le même segment, puisque ces voitures avaient quelques centimètres de différence, si je me souviens bien, mais une voiture plus moderne, dans le style du temps, plus confortable et techniquement parlant, bénéficiant de toutes les améliorations qu'il y avait pu y avoir en matière de mécanique, en matière de suspension, depuis le lancement de la 403. Et c'est au tour des visiteurs de prendre contact avec la nouvelle venue, dont la démonstration est aimablement faite par le personnel Peugeot. Et chacun de questionner sur la conception même de la 404 et d'en commenter les particularités et l'exceptionnel confort. Peugeot était un constructeur qui était monogame. À l'époque, il n'y avait encore qu'un modèle fabriqué par Peugeot. Donc, on était extrêmement discret. Mes premiers souvenirs, c'est d'avoir vu cette voiture qui m'avait laissé un peu
un peu pantois, parce qu'elle avait quand même une forme qui, pour l'époque, maintenant c'est devenu complètement banalisé, avait une, je ne dirais pas d'avant-garde, mais assez très moderne pour l'époque. Et c'est ça qui m'avait le plus frappé quand j'ai pu apercevoir, le moins de temps possible, m'avait-on dit, cette voiture dans un atelier de Sochaux, soigneusement gardé et protégé. Dans une rue de Sochaux passe une 404. Comme ses aînés, la 404 est soumise à des sondages réguliers. Cette voiture cobaye a été strictement prélevée sur la série, mais elle n'y retournera pas. Il s'agit d'éprouver la résistance de ses muscles et de ses centres nerveux. Après 1500 km, la voiture est entièrement démontée et chacune de ses pièces passe en jugement. Tout a commencé comme depuis toujours. Un dé est jeté sur le tapis, mais dans ce jeu-là, le résultat ne varie jamais. D'une tige de feu vont naître 2 pivots de fusée. Nous sommes dans la fonderie. Par une technique qui pourrait sembler paradoxale, pour y couler les corps les plus durs, les ingénieurs ont choisi la matière la plus friable, le sable. C'est là une des plus étonnantes réalisations de la fonderie moderne. En une file ininterrompue, les moules se dirigent vers les coulées d'acier, de bronze et d'aluminium, fluides comme des eaux vives. Opération terminée. À l'atelier d'emboutissage, la tôle se déroule avec la souplesse d'un ruban de soie. Une presse découpe le ruban en rectangle. Toutes les presses sont alimentées automatiquement. Découpage du toit ouvrant. Atelier de mécanique. C'est peut-être ici, plus qu'ailleurs encore, le domaine de la rigueur. D'une machine à l'autre, les blocs cylindres vont subir tous les perçages nécessaires. Même le contrôle est automatique. Cet ensemble a une capacité totale d'usinage de 1000 blocs cylindres par 24 heures. Les chemises de moteur arrivent sur des wagonnets et sont poussées dans des gouttières qui alimentent sans cesse les tours pilotes. Ces tours exécutent à eux seuls l'usinage extérieur des chemises. Un seul homme suffit à surveiller l'ensemble. Le montage de la boîte de vitesse s'effectue également en chaîne, l'alimentation étant assurée par des balancelles. Chaque moteur complet passe enfin au banc d'essai où il sera roté. On le fait fonctionner exactement dans les mêmes conditions que s'il était déjà monté sur la voiture. Une fois terminé, les amortisseurs subissent eux aussi les divers contrôles qui sont la règle d'or Peugeot. Contrôles qui vont même jusqu'à utiliser l'oreille exercée d'un spécialiste. Mais toutes les machines ne remplacent pas l'homme,
qui bien souvent s'avère le plus habile pour des travaux exigeant une grande virtuosité, telles ces soudures de tôlerie exécutées en un temps record. La caisse entre ensuite sur la dernière chaîne tôlerie. Ici, comme dans tous les autres ateliers, l'automatisme se joue des volumes et des poids. La caisse est basculée pour faciliter le travail des parties inférieures. Une fois terminée, la caisse s'envole vers sa dernière métamorphose. Et là encore, à être dégraissée au solvant, à être insonorisée, à recevoir la couche d'après, avant de revêtir sa robe de lac. Jetons un coup d'œil en passant dans la chambre des tortures. Ici, on martyrise, on supplie, on use, on épuise, jusqu'à destruction complète, aussi bien les échantillons des livraisons de l'extérieur que les éléments fabriqués à l'usine. Gage nécessaire d'une qualité à laquelle rien ne doit échapper. La chaîne de garnissage. Séduction des chromes, étincellement des glaces, moelleux des garnitures intérieures, la 404 est ici parée comme le serait l'élégante la plus raffinée. Les tissus sont taillés par nappes épaisses selon des méthodes ultramodernes. Ici, comme dans la haute couture, la main-d'œuvre féminine est d'une incomparable qualité. Les sièges font l'objet d'incessantes recherches pour assurer aux passagers un confort toujours plus parfait. La garniture est effectuée par des selliers et des tapissiers, recrutés parmi les meilleurs artisans de France. Toutes les 60 secondes, une caisse descend sur la dernière chaîne de montage. Semblable à une carapace de coléoptère, elle vient se placer sur l'ensemble nerveux et musclé qui fera corps avec elle. 20 000 hommes ont terminé leur tâche. Une voiture est née. Sa carte d'identité la suivra jusqu'aux portes de l'usine, seuil de la liberté. Pour le constructeur Peugeot, décliner la gamme en commençant par les versions ludiques est une tradition. En 1961, apparaît donc la 404 Cabriolet. Extrêmement séduisante, la carrosserie de cette décapotable, contrairement à la 403, à laquelle on avait simplement ôté le toit, ne doit plus grand-chose à la berline, malgré un indéniable air de famille. Le charme de la 404, je crois qu'il tient effectivement beaucoup à son esthétique, en particulier la berline avec ses ailerons, parce que les modèles coupés et cabriolets sont un petit peu hors du temps. Les gens ne les reconnaissent pas comme des 404 et s'étonnent même après que ce soit un modèle 404. La berline, elle rappelle toujours à un passant un souvenir à un moment donné, donc ça c'est exceptionnel. La berline 404 est la deuxième Peugeot à porter une robe italienne. Ses lignes anguleuses adoptent les critères de l'époque dans un souci de modernité. Elle plaît ou elle surprend, mais son succès est immédiat. 10 404 envahissent les routes à la fin de l'été 1960, dans des livrets plus colorés que les traditionnelles teintes arborées par ses devancières. La nouvelle motorisation 1618 cm3 plus puissante et l'architecture moderne de son train avant Macpherson lui procurent également un confort de conduite remarquable. C'était une voiture qui était, pour son époque, très agréable à conduire, avec cette ligne qui était un peu surprenante, mais qui devait permettre d'améliorer des conditions à la fois de consommation, de confort. L'intérieur était une voiture qui était confortable pour son temps, et c'est ça qui me frappait le plus, qui m'a frappé le plus quand j'ai commencé à circuler et à rouler dans cette voiture. Les cabriolets et coupés bénéficient eux d'une suspension à grande flexibilité, encore plus confortable que la berline. Une barre anti-roulis à l'avant compense la souplesse d'amortissement et procure une bonne tenue de route.
Il est vrai que le moteur injection, apparaissant sur la décapotable, dote ces versions d'excellentes performances avec une vitesse de pointe de plus de 160 km/h. C'est une auto qui roule comme une auto moderne, qui roule agréablement, qui est douce. C'est un peu possédant une Honda S800 qui est tout à fait différente comme conduite, qui est également souple dans certains cas d'utilisation. C'est tout à fait différent parce qu'ici nous avons affaire à une automobile, une vraie, qui est confortable. Il y a la place pour les jambes, qui est vivante, qui a un bon chauffage, un bon dégivrage, dont la bâche est étanche, ce qui est à signaler pour les cabriolets. Donc il y a pas mal de points positifs. Puis c'est au tour des versions familiales, break et commerciales d'apparaître en 1962. C'est un petit peu la première voiture que j'ai conduite très souvent. Donc en fait, je pourrais presque dire que c'est la première voiture que j'ai conduite, elle me satisfait, donc je ne vois pas raison d'en changer. Le succès de la 403 bâchée est tel que ce n'est qu'en 1967 que naîtra la 404 dans cette version et en plateau cabine. Véritables bêtes de somme, elles ne démentiront pas leur réputation, qui durera plus de 20 ans. Les versions longues sont mises à toutes les sauces. Leur habitacle spacieux permet toutes les variantes. Les limousines familiales portent bien leur nom. Elles peuvent emmener dans un confort convivial 7 ou 8 personnes. Cet esprit multiservice se retrouve aussi sur la berline. Elle est la compagne inséparable, en version diesel, des représentants et des taxis. La compagnie des taxis G7 en a d'ailleurs conservé un exemplaire. Ce véhicule me rappelle beaucoup de souvenirs car j'ai commencé en tant qu'apprenti à réparer ce type de véhicule. La qualité de ce véhicule, c'était la fiabilité, la rapidité de réparation on pouvait accéder à tous les organes très rapidement. C'était relativement facile par rapport aux technologies plus anciennes. Elle avait bien sûr des défauts, mais bon, les défauts étaient des défauts pour l'époque, c'est-à-dire énormément de corrosion. Mais bon, avec les technologies modernes, ça s'est disparu, quoi. Comme celles qui l'ont précédée, la 404 se voit spécialement modifiée pour le Tour de France. Voiture sandwich ou de directeur sportif, elle sillonne, avec la petite reine, les routes de l'Hexagone. Elle était certainement plus robuste. Je parle surtout des cols, parce que bon, par exemple une DS, il y avait des problèmes. C'était les journalistes donc qui pouvaient partir devant pour pas rester au pied derrière les coureurs où là la voiture se mettait à chauffer. Et c'est là-dessus qu'on a été vraiment le moins embêté avec nos voitures. Et c'est pour ça que d'ailleurs peut-être d'autres collègues, on a vu aussi bien l'Humanité ou d'autres prendre des Peugeot. Ouais, quand même, elle était beaucoup plus fiable. Je parle que des cols, parce que c'est le gros truc du Tour. Le reste, bon. Puis même réparation accident, c'était plus facile. C'est plus facile, d'après moi. Grâce à sa structure étudiée en fonction des nombreux crash tests, elle est particulièrement appréciée des cascadeurs. Voiture incontournable du paysage français, elle se retrouve vedette de cinéma, parfois dans des situations cocasses, mais le plus souvent en côtoyant les plus grands acteurs dans le rôle de gangster ou de policier. Débutée avec la 403, la collaboration avec le designer italien Pininfarina se confirme avec la 404. La collaboration avec Farina, c'est un peu comme dans la publicité. Le style, ça bouge. Et il faut avoir des relations avec les gens qui ont des contacts mondiaux, qui ont des vues mondiales, qui ont des marchés mondiaux dans ce domaine. C'est pour ça que nous avons travaillé avec eux, c'est qu'ils nous donnaient une ouverture
sur d'autres marchés et que d'autre part, la mise en compétition de nos propres services avec des services très spécialisés, parce que c'est des services très très spécialisés, les services de stylistes comme Farina étaient vraiment une bonne chose pour nous. Ça aiguillonnait tout le monde. La 404 prouve sa robustesse en affrontant dès sa sortie les pistes boueuses de l'Afrique, en s'illustrant notamment à plusieurs reprises dans l'East African Safari de 1960 à 1968. Les succès de la 404 dans les rallyes africains, je pense, sont pour une bonne part dans sa légende. Parce que les conditions étaient extrêmement difficiles et on n'était pas habitué, en Europe surtout, à voir nos voitures vaincre aussi bien et de façon aussi caractéristique. Puisqu'en fait, on avait souvent des tiercés gagnants à l'East African Safari, des choses comme ça, choses qui ne se sont jamais revues depuis. Comme les années précédentes, Peugeot est présent au départ, cette fois avec des 404 à injection. Et l'équipage est encouragé par Madame Kenyatta, femme du chef de l'État. L'heure H a sonné à Nairobi et la souriante présidente abaisse son drapeau. La première Peugeot démarre et de 3 minutes en 3 minutes, les 88 concurrents vont s'élancer. La 403 avait déjà un joli palmarès de rallye, en particulier en Afrique. La 404 a repris le flambeau avec tous les succès que vous envisagez. Et à l'époque, l'Afrique était un peu une chasse gardée ou un jardin privilégié pour Peugeot. Peugeot était le plus gros et le premier constructeur installé en Afrique. Et la course continue. Rien n'arrête les rescapés qui ont maintenant pris l'habitude, si l'on peut dire, de voir l'obstacle. Les contrôles, il y en a 79 essaimés tout au long du rallye, sont les bienvenus. On a le temps de souffler un peu, de constater les dégâts et bien entendu de réparer. Ça jouait à la fois sur la conception des voitures. Il fallait des voitures qui soient facilement réparables, même dans les pires coins d'Afrique, sur lesquels on est à la fois du sable, on risque de mettre du sable un peu partout parce qu'on est à moitié dans le désert, et puis des voitures extrêmement robustes. Et c'était les caractéristiques de la 404 qui avaient été déjà reprises de la 403. Alors c'est pour ça qu'on a pensé que, puisque on commençait déjà à avoir une belle image en Afrique au point de vue sportif, il fallait exploiter à fond cette image pour défendre ces marchés africains. La numéro 15 avale les derniers kilomètres. On oublie tous les efforts, toutes les embûches, toute la fatigue. C'est fini. La 404 à injection, triomphatrice de l'épreuve, se retrouve à Nairobi. On l'acclame. Les vainqueurs, personne n'en disconviendra, ont quelques raisons d'être fiers de leur exploit. Et le lion de Sochaux, par l'intermédiaire de son frère africain, rugit avec de bonnes raisons. Peugeot, bravo!
Peugeot s'est lancé dans la compétition avec succès dès le début du siècle et la 404 brille également dans de nombreux rallyes. Mais lorsque Peugeot adopte une motorisation diesel sur ses berlines, il décide de s'attaquer aux records jusqu'à maintenant détenus par Mercedes. Les ingénieurs du bureau d'études de la Garenne se voient alors confier en 1965 la mission de concevoir une auto spécifique à ce type de compétition. Il s'ensuivra sur la base d'un cabriolet, un superbe engin qui battra en 6 jours 40 records dans sa catégorie. Un beau jour, Peugeot nous contacte, Roger et moi, et nous dit « Est-ce que vous voulez faire les records du monde pour Peugeot avec un outil extraordinaire et ce sont les records diesel qui vont se passer à Montlhéry. » Bon, nous, on donne tout de suite ravis, on est très contents. Et on va découvrir la conduite d'une voiture diesel et on va découvrir les autres pilotes qui allaient courir avec nous. Et puis les mécanos, puis les ingénieurs. Et en discutant avec les mécanos, très sympa, très gentil, tout d'un coup, il y a un garçon qui nous explique sa vie chez Peugeot et qui nous a fait une déclaration d'amour sur Peugeot qui m'a frappé. Il m'a dit, monsieur, moi j'ai un lion dans le cœur. Et c'était extraordinaire de voir la passion à tous les niveaux pour Peugeot, pour leur entreprise et pour ce qu'ils faisaient. Alors on s'est installé dans cette voiture qui était superbe. Les ingénieurs avaient très bien fait les choses. Ils avaient monté un escargot extraordinaire sous l'accélérateur parce qu'il y avait un programme qui était bien défini. On devait tourner dans tant de temps, à telle vitesse, sans arrêt. Alors, on avait également la radio à bord. C'était un peu le début des radios à bord des voitures. Ça marchait. Quand nous étions de garde, on parlait avec le pilote qui était au volant, on lui demandait si tout allait bien, il n'avait pas de sommeil, il nous faisait part de ses désirs au moment où il s'arrêterait. Et on racontait des blagues, on disait des sottises, comme on a toujours fait. Et ça passait finalement très vite. La nuit, c'est long, 4 heures de suite. Alors il y avait toujours un équipage en réserve, au cas où l'un de nous aurait eu un petit sommeil ou un incident quelconque. Et le reste du temps, bon, on allait s'installer dans un hôtel à côté de Montlhéry. Et c'était amusant parce qu'on entendait très bien. Une des spécialités de Peugeot, c'est de savoir faire des échappements fabuleux. Ils avaient, sur cette voiture, il y avait un très bel échappement. On l'entendait à 10 km. Et la nuit, si on se réveillait dans notre chambre d'hôtel, on entendait la voiture tourner à Montlhéry. On était très bien dans la voiture. On avait un poste de pilotage parfait, un baquet impeccable, et nous avions un magnifique volant en bois. Nous étions très bien dans cette voiture. Et en fait, c'était un cabriolet qu'on avait transformé avec un petit cockpit pour le pilote et une place pour mémoire à côté de lui, puisqu'il y avait une seule place dans cette voiture. Les ravitaillements, il se passait très vite. C'était de très très bons professionnels qui étaient avec nous. Toute cette équipe de Peugeot était remarquable comme professionnels, ingénieurs, mécanos. Et il n'y avait rien à faire. Nettoyer le pare-brise, faire le plein avec le fioul. La voiture, il n'y avait pas, tout marchait impeccablement. C'était fait et on a changé. Je ne sais même pas si on a changé les pneus. On avait l'impression d'être dans un avion, beaucoup plus que dans une voiture. Quand nous sommes arrivés au dernier relais, et on savait que tous les records étaient battus, que les moyennes étaient belles, que les consommations étaient extrêmement intéressantes, et que tout le programme avait été suivi à la lettre.
Et tout d'un coup, tout va s'arrêter, tout va se terminer. Donc la voiture s'arrête avec les journalistes, avec les fleurs, avec tous les gens qui ont participé à ce record, tous les gens qui ont construit cette voiture, tous les gens qui l'ont bichonné, qui l'ont suivi tout au long du record. Tout le monde est là et tout le monde est heureux, tout le monde se congratule. Et c'est ça un moment merveilleux parce que on a battu les records, la voiture a tenu le coup, le moteur a tenu le coup, tout a bien marché. Et ça s'est fait dans une atmosphère extrêmement agréable. Alors, tout d'un coup, tout s'arrête. Nous sommes heureux. Et après, c'est fini, c'est terminé. Une page est tournée. Alors là, il y a forcément un peu de nostalgie parce que nous avions appris à vivre ensemble. Hein. Donc, ce sont des très beaux souvenirs. La 404, avec sa ligne italienne et ses performances honorables, se trouve confrontée à une rude concurrence, avec notamment la Simca 1500, la Renault 16 et surtout son rival de l'époque, Citroën, avec la DS. Dans ces années-là, le modèle Citroën, c'était évidemment la DS, et la 404 arrivait juste derrière la DS, en termes à la fois de confort, de performance, c'était presque équivalent, mais surtout en termes de prix, elle était quand même beaucoup moins chère. Contre l'innovation technologique de la DS, Peugeot oppose sa tradition de robustesse. D'abord, à l'époque, Peugeot et Citroën étaient totalement séparés. Nous avons considéré que nous n'étions pas tout à fait, touchons pas tout à fait la même clientèle. C'était l'époque où Citroën appuyait totalement son développement et son attaque commerciale sous l'angle de l'innovation totale et dans tous les domaines. C'était une voiture qui était à la fois innovante au point de vue suspension, qui était innovante au point de vue style et qui était innovante au point de vue fabrication de la caisse. Les voitures de Peugeot étaient plus traditionnelles, plus classiques et attaquaient une clientèle beaucoup plus large. Les clients, en particulier les clients Citroën, étaient très sensibles à tous les aspects nouveautés techniques qu'apportait la DS. Mais je ne crois pas qu'on jouait tout à fait dans la même catégorie. À l'époque, on essayait de vendre les voitures aussi longtemps qu'on pouvait. Les problèmes de marketing, les problèmes de concurrence n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Et la 404 bénéficiait de sa conception d'une voiture solide, simple à l'usage, simple à la réparation et simple à l'entretien. Et ce qui fait, je pense, avec ce que son style, qui je reconnais parfaitement qu'au bout de 6, 7, 8 ans, était peut-être un peu beaucoup vu. Mais il faut aussi se souvenir qu'à l'époque, c'était peut-être la fin, mais de l'explosion des ventes de voitures depuis l'après-guerre, et que cette voiture, avec la réputation qu'elle avait, ça a permis d'aller très très loin et de la faire très très longtemps. Et les dirigeants de l'époque considéraient qu'il valait mieux refaire une voiture que de modifier une voiture qui marchait bien, et que peut-être qu'en faisant un restyling, on allait faire découvrir aux clients que, après tout, c'était peut-être mieux d'aller voir ailleurs, puisque cette voiture, on cherchait une 404, mais c'était plus tout à fait la 404, on allait voir de l'autre côté de la rue, chez les concurrents, s'il n'y avait pas autre chose. C'est probablement ce qui a guidé les dirigeants de l'époque pour pousser les ventes de cette voiture aussi loin que possible. Moi, je dirais que mon regret pour cette voiture, qu'on a essayé de lancer sur le marché américain, parce qu'elle avait une ligne qui plaisait aux Américains, c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de voir. On n'y est jamais arrivé parce qu'on n'est jamais
pu adapter l'intérieur et différents processus internes, genre, je répète, air conditionné, boîte automatique à cette voiture, pour en faire une voiture qui marche sur le marché américain. Alors ça a marché un certain temps, et puis assez vite, les Américains s'en sont détournés. Et moi, mon regret, c'est qu'on n'ait pas profité de cette voiture un peu exceptionnelle et d'une ligne dans le goût des Américains, par exemple, pour s'implanter fortement sur le marché américain. Depuis quelques années, la mode est à la 404 parmi les voitures anciennes. Alors pourquoi ? Eh bien, je dirais que c'est une voiture facile à conduire, elle est d'un entretien aisé, elle n'est pas très chère, et puis elle tient tout à fait sa place dans la circulation contemporaine. Je dirais que c'est une moderne ancienne. La fourchette des prix des 404, elle est extrêmement variable en fonction du modèle. Je dirais qu'une berline en bon état vaut de 6 000 à 15 000 francs à peu près. La majorité des transactions se font dans cette fourchette-là. Il faut compter le double pour un coupé et le quadruple pour un cabriolet. Et pour un pick-up, alors là, c'est introuvable. Donc en fait, le pick-up n'a pas de valeur. Il a toutes les valeurs possibles. En général, c'est entre 5 et 10 000 francs. Voilà, donc pour restaurer 404, il n'y a pas vraiment de point particulier en mécanique, surtout pour les versions essence, à carburateur, donc on trouve les pièces assez facilement. Ce qui est l'injection, comme nous musée, on a un gros problème, c'est de les faire tourner. Une pompe injection, elle doit tourner souvent pour ne pas donc se gripper. Mais bon, la partie moteur, il n'y a pas de problème. Pour le reste, boîte à vitesse, c'est relativement solide, je crois que l'histoire le prouve. Les ponts, c'est pareil. Il y a un peu le système de freinage, puisqu'avec l'hydrovac, ça a toujours posé des problèmes. Ils arrivent à se gripper, c'est souvent. Il y a des petits clapets à l'intérieur, c'est toujours aussi un fonctionnement assez fragile, parce qu'on ne les utilise pas suffisamment. Mais autrement, donc, si on les entretient bien, en général, les collectionneurs sont toujours assez méticuleux sur leur véhicule. Ça pose pas vraiment de problème. Je crois que c'est une voiture, ça reste une voiture assez facile en mécanique. Lorsqu'on veut restaurer une 404, les principaux points à regarder, ce sont les soubassements, c'est-à-dire très exactement les longerons, les bas de caisse, mais pas le bas de caisse intérieur, c'est-à-dire la caisse par elle-même, car les extérieurs de caisse pourrissent très rarement. C'était une caisse qui était relativement robuste. Bon, il y a un petit peu les intérieurs, les planchers, les choses comme ça, mais il n'y a pas de point particulièrement vulnérable sur la 404. Il faut surtout bien surveiller, c'est les guides cris, c'est-à-dire les fixations du cri, voir s'ils sont en bon état, s'ils ne sont pas déformés aussi, et puis la corrosion attaquée souvent par là. Lorsqu'on entretient une 404 régulièrement, qu'on y prend soin, on n'a pas de gros problèmes au point de vue carrosserie. Surtout si la personne roule couramment avec, l'hiver et des choses comme ça, il faut penser à la laver correctement les dessous et puis faire un petit traitement de temps en temps, une pulvérisation comme on faisait à l'époque, une pulvérisation à base d'huile et puis de dinitrol, des choses comme ça, c'est très très bon. On n'a pas de gros problèmes de carrosserie sur la 404. Je pense que ce qu'il y a à faire très attention, c'est ne pas la laisser partir, quoi. C'est surveiller tous les petits points de rouille qui pourraient arriver sur les fixations, les ancrages d'amortisseurs, les fixations de berceau. Mais il n'y a pas de points vraiment qui pourrissent plus que d'autres. C'est une caisse qui est relativement solide. On a fait vraiment un gros saut entre la 403 et la 404 pour dire que ce sont les mêmes propulsions, mécanique vraiment semblable. Et puis c'est vrai qu'encore maintenant, celui qui roule avec, par rapport à une voiture actuelle, ça reste très confortable. Des sièges moelleux, puis des amortisseurs assez souples. Pour un collectionneur qui voudrait commencer, se lancer dans
dans la collection des voitures, la 404 serait un bon modèle puisque ce n'est pas très ancien, et facile à trouver, en bon état. Les pièces ne sont pas coûteuses, donc ce serait un bon début pour commencer. On les trouve à des prix vraiment abordables. Ça peut être intéressant. Ignorée encore hier, hormis les versions cabriolet et coupées, la 404 berline se prépare désormais un bel avenir en collection. La preuve, bon nombre de professionnels de la pièce détachée et de la restauration commencent à s'y intéresser. Populaire, sa grande diffusion, le faible coût de son entretien et ses performances honorables en font une voiture abordable qui séduit principalement les jeunes. Mais je pense que sa ligne a aussi une importance, et que c'est une ligne qui, si elle a vieilli, c'est sûr, c'est plus ce qu'on ferait aujourd'hui, qui peut continuer à attirer parce qu'elle a une ligne qui n'est pas celle de tout le monde. Et les jeunes qui aiment bien quelquefois se distinguer du reste, surtout les collectionneurs, du reste de la population, peuvent, je comprends très bien qu'ils soient attirés par cette ligne 404 qui est pas fréquente. Il n'y a pas eu de ligne comme la 404 avec en plus les qualités de la 404. Et je comprends très bien que les jeunes apprécient encore aujourd'hui cette ligne. C'est un modèle 66. En fait, je cherchais un modèle de voiture qui ressemblait à ce que mes parents avaient quand j'étais tout petit, dans les début des années 70. En fait, par le biais du Club 404 à Paris, j'ai passé une petite annonce dans leur journal et ils m'ont gentiment répondu. Et en fait, c'est quelqu'un qui habitait tout près de chez moi qui en avait une qu'il cherchait à vendre. Et j'ai trouvé ce modèle qui est une berline Grand Tourisme à carburateur, donc le modèle le plus simple, son toit ouvrant. J'ai apporté 2-3 petites modifications parce que en fait, les sièges à l'intérieur étaient en mauvais état. J'ai installé un intérieur en cuir. Autrement, en fait, j'aime bien cette voiture. C'est vraiment c'est le côté très relax, très tranquille. On cherche pas à forcer les cadences. C'est surtout pour comme la 2 chevaux, un petit peu un art de vivre. On aime bien y être. On aime bien être à l'intérieur, c'est un petit peu notre chez-soi, quoi. Vecchio, non ha la cintura, è regolare. Poi guardate la strada, io non ho idea di quale sia. Je suis italienne, j'habite Milan, je suis le secrétaire du Peugeot Club en Italie. Et je suis passionné de tout Peugeot, parmi lesquels aussi le modèle 404. Il s'agit de la berline des années 60. Moi, j'ai eu l'occasion de voir cette voiture qui est seule propriétaire. Elle avait 70 000 km dans 33 ans. La voiture, c'est en modèle 67, distribuée en Italie à la fin de 66. Elle était garée dans un garage depuis beaucoup d'années. On l'a pris, c'est complètement original. On n'a pas changé la couleur. On a fait bon la mécanique, les freins. Le seul problème qu'il y a toujours, c'est l'hydrovac, c'est le système de freinage. On a trouvé en Italie un personnage qui le refabrique et on a changé ces pièces. La voiture roule tous les jours. En effet, c'est notre deuxième voiture. Elle est utilisée par ma femme pour les enfants, l'école, tous ces petits déménagements à Milan. C'est amusant à conduire. Du point de vue technique, il s'agit d'un deuxième type, avec la roue de secours à l'arrière.
On a changé le pare-choc qui a été déplacé un peu plus à l'arrière, lui aussi. Le tableau de bord, il y a 3 cadres qui sont rondes. Et la boîte de vitesse est encore le premier type, on s'appelle C3 avec la première en bas. C'est une auto en fait très simple, mais une fois qu'on y a goûté, on la conserve bien précieusement. On ne claque pas les portes, ça ne sert à rien, ça ferme très bien. Un cabriolet, il est très rigide, il ne se tord pas. J'ai possédé un 304 donc je peux comparer. Disons qu'il est beaucoup plus confortable dans la mesure où quand on passe dans un trou, la voiture a tendance à avaler la défectuosité de la route, ce qu'on avait moins avec une 304 qui était plus courte, un peu plus dure de suspension. Mais s'il n'y a pas de roulis, il n'y a pas de tangage, ça vire à plat, ça se comporte superbement. Le plaisir de rouler en 404, c'est un plaisir un petit peu complexe. D'abord, c'est la première voiture que j'ai conduite assez longuement, et puis j'en ai toujours été très content. Donc, ma foi, pourquoi changer? C'est le plaisir de rouler en ancienne. Les anciennes rendent les gens souriants dans la circulation. C'est relativement rare en automobile. C'est une voiture de technologie simple, facile à entretenir. On peut le faire assez volontiers soi-même, donc ça ne me pose pas de problème majeur. Et puis, je dirais que c'est un peu rouler moderne en ancienne. La chose amusante, c'est que quand on monte dans une voiture de ce type, par rapport aux voitures nouvelles, il y a un changement du temps. Donc tu travailles tous les jours, on va faire les choses normales, les rendez-vous, et tu entres dans ta voiture et ça tombe dans 10 ans d'abord. Et il y a les tombes de changement de vitesse, de la réchauffer, toutes ces choses qu'il n'y a plus dans les voitures modernes. Et donc ça, c'est un moment de changement de vie dans la journée quotidienne. Mon meilleur souvenir en 404, ce serait les sièges couchettes et puis une nuit formidable. Arrêté au métro Liberté.
Thank you.